2 heures avant de franchir enfin les portes du couvent Sainte-Agnès en Bourgogne, sœur Claire Martin a tout simplement disparu. Aucun témoin, aucun mot d'adieu, aucune trace de violence. Le silence qui entourait sa disparition était aussi absolu que les murs de pierre du couvent où elle devait prononcer ses vœux perpétuels ce matin d'automne. Claire avait 26 ans. Lyonnaise, elle était la fille unique d'une couturière et d'un cheminot retraité. Sa décision d'entrer dans les ordres n'avait pas été soudaine, mais elle n'était pas non plus pleinement comprise par son entourage. Aucun scandale, aucune tragédie publique ne venait ternir son passé. Pourtant, dans les mois précédant son entrée définitive au couvent, quelque chose avait changé en elle. Elle était devenue plus réservée, plus vigilante, comme si elle attendait sans cesse quelque chose d'indéfinissable. Le couvent Sainte-Agnès était ancien, isolé par les vignes et de paisibles chemins de campagne, un lieu choisi précisément pour son isolement. Là, le temps semblait obéir à ses propres règles. Les cloches sonnaient les heures, les routines se répétaient avec une précision quasi mécanique et toute perturbation était perçue comme une menace pour l'ordre établi. Ce matin-là, les religieuses attendaient Claire dans la chapelle latérale, où devait se dérouler la cérémonie, simple et discrète. Le prêtre en charge, Étienne Morel, homme respecté du diocèse, s'étonna du retard. Claire n'était pas connue pour ses écarts de conduite. 2 heures passèrent. Aucune nouvelle, aucune voiture aperçue sur la route, aucun appel à l'aide. Les recherches commencèrent le jour même. Les gendarmes ratissèrent les environs, les champs, les petits chemins entre les vignes. En vain. L'affaire attira rapidement l'attention locale, puis nationale. La disparition sans laisser de traces d'une jeune femme sur le point d'entrer au couvent semblait une énigme trop improbable pour être ignorée. Le père Étienne suivit les recherches dès le début. Il parlait peu, toujours avec prudence. Il se disait choqué, comme tout le monde. Il conseilla aux sœurs de maintenir leurs habitudes et leur foi. Il affirma que le mystère serait élucidé en temps voulu. Son attitude ferme inspirait confiance, du moins en apparence. Au fil des semaines, l'intérêt des médias s'est estompé. On n'a retrouvé ni corps ni indice. Le nom de Claire n'était plus qu'une photo jaunie dans les archives de la police. Officiellement, l'affaire a été classée comme disparition volontaire. L'hypothèse la plus probable était que, rongée par des doutes de dernière minute, elle avait décidé de fuir avant de prononcer ses vœux définitifs. Mais à l'intérieur du couvent, l'absence de Claire ne s'est pas estompée si facilement. Sa chambre est restée intacte pendant des mois. Certaines religieuses ont rapporté avoir entendu des bruits de pas la nuit dans le couloir menant à l'ancienne aile est, une partie peu fréquentée du bâtiment. Les commentaires venaient à voix basse, sans jamais être officialisés. Le silence était de rigueur. Le père Étienne, quant à lui, poursuivit son chemin sans interruption. Il célébrait la messe, accompagnait les nouvelles vocations, et participait aux réunions diocésaines. Il était perçu comme un pilier de stabilité. Personne ne remettait en question sa conduite, même lorsqu'il s'absentait parfois quelques jours sans fournir d'explications détaillées. 6 ans se sont écoulés. Ce n'est que lorsqu'une enquête interne de l'Église de France a rouvert d'anciens dossiers de disparition liés à des institutions religieuses que le nom de Claire Martin a refait surface. Des documents ont été demandés. Registres d'entrée et de sortie, procès-verbaux de confession, rapports administratifs. Rien ne révélait d'irrégularité flagrante, mais certaines lacunes ont attiré l'attention. Le père Étienne fut invité à donner des explications officielles. Au début, il maintint le même discours, surprise, tristesse, foi. Pourtant, quelque chose avait changé dans son attitude. Son expression, auparavant sereine, trahissait désormais de la lassitude. Ses réponses se firent plus brèves, les silences plus longs. Lors d'un témoignage privé, à l'abri des caméras et des paroissiens, le prêtre demanda à parler sans être enregistré. Sa requête fut acceptée. C'est à ce moment précis qu'il prononça la phrase qui allait changer définitivement le cours de l'histoire. Sœur Claire n'a pas disparu, elle était cachée. Cette déclaration ne s'accompagnait d'aucune explication immédiate, ni justification théologique, ni discours moral. Juste une affirmation brute,
presque résigné. Interrogé sur ses allées et venues durant tout ce temps, le père Étienne hésita à répondre. Son regard ne se portait plus sur son interlocutrice, mais sur un point lointain, comme s'il revisitait un espace qui n'avait jamais cessé d'exister. Ce qui suivit ne fut pas une confession complète, mais le début d'une révélation qui allait remettre en question non seulement l'image d'un homme respecté, mais aussi la structure silencieuse qui avait permis à une disparition de rester cachée pendant 6 ans. Rien de ce que l'on croyait au sujet de la disparition de Claire n'était entièrement vrai, et le couvent Sainte-Agnès, si solide et impénétrable en apparence, abritait bien plus que des prières et des murs ancestraux. Il gardait un secret. Le couvent Sainte-Agnès n'était pas qu'un simple édifice religieux, mais une structure façonnée par des siècles d'adaptation et de silence. Situé sur un ancien domaine monastique du XVIIe siècle, il s'était agrandi au fil du temps sans plan d'ensemble. Des couloirs aboutissaient à de fausses cloisons, des portes menaient à d'étroits escaliers aujourd'hui disparus des cartes, et certaines ailes servaient uniquement d'entrepôt ou restaient fermées pendant des décennies. Cette architecture fragmentée passait inaperçue auprès des visiteurs de passage, mais était bien connue de celles et ceux qui y vivaient. Claire Martin avait rapidement appris à se repérer dans ces milieux durant son noviciat. Discrète et observatrice, elle était du genre à absorber les détails sans manifester une curiosité excessive. Durant les premiers mois, elle entretenait des conversations cordiales, mais partageait rarement ses pensées les plus profondes. Sa foi semblait solide, quoique moins dogmatique que celle des autres sœurs. Elle respectait les règles, mais posait des questions, toujours avec respect. Le père Étienne Morel avait été aumônier du couvent pendant plus de 15 ans. Originaire de Dijon, il était connu pour sa fermeté et sa vision pragmatique de la vie religieuse. Sans être dénué d'un charisme particulier, il inspirait confiance. Pour les religieuses, il incarnait l'autorité et la stabilité. Pour le diocèse, il était un prêtre efficace, capable de maintenir l'ordre dans un lieu traditionnellement coupé du monde extérieur. Entre Claire et Étienne, les contacts étaient d'abord formels. Confessions régulières, entretiens spirituels, brèves rencontres dans les couloirs. Rien d'inhabituel. Cependant, à mesure que la date de leurs vœux approchait, ces rencontres se firent plus fréquentes. Non pas à l'initiative de l'un ou de l'autre, mais sous l'effet de doutes que Claire commençait à exprimer avec plus d'insistance. Elle parlait peu, mais lorsqu'elle prenait la parole, elle choisissait ses mots avec soin. Elle interrogeait la notion de réclusion définitive, d'isolement absolu, et s'interrogeait sur le sort de ceux qui, après avoir prononcé leurs vœux, réalisaient qu'ils n'avaient plus leur place là-bas. Étienne répondait de manière formelle, s'appuyant sur la doctrine et l'idée de vocation comme appel irrévocable. Malgré cela, il évitait parfois de mettre fin brutalement à la conversation. D'autres figures animaient le quotidien du couvent. Sœur Madeleine, responsable de l'infirmerie, femme pragmatique peu encline aux spéculations, fut l'une des rares à remarquer les changements physiques de Claire durant ces dernières semaines. Des cernes plus marquées, des difficultés de concentration, de légers tremblements des mains pendant les prières communes. Sœur Lucette, la doyenne de la communauté, observait en silence. Elle connaissait les secrets des vieux murs sans jamais les révéler ouvertement. Hors des murs du couvent, la France traversait une période de méfiance croissante envers les institutions religieuses. De vieilles affaires refassent surface, des enquêtes étaient rouvertes et la presse réclamait la transparence. Bien que Sainte-Agnès ne fût pas au cœur de ces scandales, le climat général influença la manière dont l'Église gérait toute situation susceptible de susciter des interrogations publiques. La disparition de Claire a été perçue en interne comme une tragédie personnelle, mais aussi comme un risque institutionnel. La consigne du diocèse était claire, coopérer avec les autorités sans alimenter les spéculations. L'absence de preuves concrètes a facilité le classement informel de l'affaire. Cependant, quelques incohérences subsistaient. L'enregistrement de la porte latérale, rarement utilisé, était absent des rapports de ce jour-là. La clé de l'ancienne aile est, officiellement désactivée, avait été demandée des semaines avant la disparition, mais on ignorait
qu'il avait retrouvées. Ces détails passèrent inaperçus à l'époque, noyés dans les méandres de la bureaucratie et la confiance accordée aux autorités. 6 ans plus tard, lorsque les enquêteurs de l'Église ont commencé à réexaminer des dossiers oubliés, ces mêmes détails ont pris une importance accrue. Sœur Madeleine, désormais retraitée, fut l'une des premières à être entendue à nouveau. Son témoignage, sobre et objectif, évoquait les changements de comportement de Claire et son rapprochement croissant avec le prêtre durant ces derniers jours. Sœur Lucette, déjà très âgée, a donné des informations moins directes, mais a laissé une phrase qui serait soigneusement notée: « Certaines portes n'ont jamais vraiment été fermées. Elles ont simplement cessé d'être utilisées. » Pendant ce temps, le père Étienne gérait la pression croissante de manière de plus en plus visible. Son image de stabilité commençait à se fissurer. Ses fréquentes absences du couvent, auparavant considérées comme des engagements pastoraux, étaient désormais réinterprétées à la lumière des nouveaux soupçons. Le monde autour de Sainte-Agnès avait changé, mais le couvent demeurait pratiquement inchangé. Les mêmes murs, les mêmes couloirs, les mêmes silences. Et au sein de cette structure immuable, l'histoire de Claire Martin avait attendu 6 ans pour être comprise, non pas comme un mystère isolé, mais comme partie intégrante d'un système qui avait appris à dissimuler ce qu'il ne pouvait affronter. La réouverture informelle de l'affaire Claire Martin ne s'est pas faite brusquement, mais sous la pression constante exercée en coulisses. L'enquête ecclésiastique, bien que discrète, a suivi une méthodologie différente de celle de la police. Elle visait non seulement à établir les faits, mais aussi les responsabilités morales et administratives. Chaque lacune documentaire était interprétée comme un indice possible de défaillance, voire d'omission délibérée. Le père Étienne commença à être convoqué plus fréquemment. Les questionnaires écrits cédèrent la place aux entretiens en face à face. Ces récits, auparavant fermes, commencèrent à présenter de légères variations, des dates imprécises, des souvenirs vagues, des justifications excessivement techniques, rien qui, pris isolément, ne constitua une preuve de culpabilité, mais suffisamment pour éveiller les soupçons. Parallèlement, l'intérêt extérieur grandissait. Antoine Leclerc, journaliste indépendant parisien spécialisé dans les enquêtes sur les institutions fermées, demanda à accéder au dossier en vertu de la loi sur la transparence administrative. Bien que sa demande ait été rejetée, le simple fait qu'une enquête soit menée raviva d'anciennes craintes au sein du diocèse. Au couvent, l'atmosphère changea. Les jeunes sœurs qui ignoraient tout de la disparition commencèrent à entendre des bribes d'informations. Certaines évitaient de traverser l'aile est, sans même savoir pourquoi. D'autres se mirent à observer les moindres faits et gestes du prêtre avec une attention inhabituelle. Le silence, autrefois naturel, devint pesant. Sœur Madeleine, désormais sortie du couvent, fut de nouveau convoquée pour clarifier un détail qui avait pris une nouvelle importance. La demande de la clé de l'aile désaffectée. Elle confirma que la demande avait été faite verbalement et que, par habitude, elle ne l'avait pas remise en question. Lorsqu'on lui demanda si elle se souvenait de qui l'avait demandé, elle hésita. Non par oubli, mais en proie à un conflit intérieur. Finalement, elle se contenta de dire qu'il s'agissait de quelqu'un ayant suffisamment d'autorité pour ne pas éveiller les soupçons. Ce témoignage a modifié l'orientation de l'enquête. Parallèlement, les registres des transactions financières du couvent ont été examinés. De petites sommes avaient été détournées au fil des ans vers des dépenses non spécifiées, entretien du bâtiment, achat de nourriture en quantités excessives, frais médicaux pour des patients non officiellement inscrits. Rien de scandaleux mais persistant. L'accumulation de ces détournements a révélé un schéma. Le père Étienne fut confronté à ces données. Il évoqua des erreurs comptables, des pratiques obsolètes et des erreurs accumulées. Malgré cela, il ne put expliquer pourquoi ces dépenses coïncidaient avec ces périodes d'absence prolongées. La pression s'est intensifiée lorsqu'une décision a été prise. L'aile est allée enfin être inspectée. Officiellement, il s'agissait d'une évaluation structurelle. Officieusement, c'était une tentative de mettre fin aux rumeurs qui circulaient depuis des années au sujet du couvent.
L'annonce provoqua des réactions immédiates. Certaines religieuses exprimèrent du soulagement, d'autres un malaise. Le père Étienne manifesta une résistance discrète, suggérant que la zone était instable, dangereuse et impropre à la circulation. Ces arguments techniques furent consignés, mais ne furent pas pleinement acceptés. Dans les jours précédant l'inspection, il devint visiblement plus tendu. Il commença à célébrer des messes plus courtes, évitait les conversations interminables et annulait ses rendez-vous extérieurs sans explication. Pour la première fois depuis des années, il manqua une importante réunion diocésaine. Entre-temps, Antoine Leclerc parvint à contacter un ancien employé d'une entreprise extérieure qui avait travaillé à l'entretien du couvent pendant la période de la disparition. Cet homme déclara avoir été appelé pour effectuer des réparations mineures dans l'aile Est, plusieurs mois après la disparition de Claire, une intervention qui ne figurait dans aucun registre officiel. Selon lui, l'accès au couvent était directement supervisé par le père Étienne, qui exigeait une discrétion absolue. Cette information n'a pas été immédiatement confirmée, mais elle a renforcé l'idée que quelque chose avait été délibérément dissimulé. Les tensions atteignirent un point critique lorsque, lors d'un entretien privé, le père Étienne fut interrogé directement sur les chances de survie de Claire après sa disparition. Le prêtre ne répondit pas immédiatement. Le silence qui suivit fut trop long pour être ignoré. C'est durant cet intervalle, plus que par aucun autre échange de paroles, que l'enquête a rencontré son premier signe concret de défaillance. Le conflit ne se limitait plus à la disparition d'une jeune religieuse. Il s'agissait désormais d'un affrontement entre des versions soigneusement élaborées au fil des ans et une vérité qui commençait à se heurter au mur du couvent, menaçant de révéler non seulement un homme, mais tout un système perpétué par le silence et l'autorité. Au fil de l'enquête, des récits parallèles ont émergé, non pas comme des digressions par rapport à l'affaire principale, mais comme des fils conducteurs, s'entremêlant peu à peu avec la disparition de Claire Martin. Chacun d'eux a ajouté une nouvelle dimension au récit, révélant que le silence du couvent était entretenu par bien plus que la foi et la routine. L'une de ces intrigues secondaires concernait sœur Lucette. Âgée de plus de 80 ans et de santé fragile, elle vivait dans l'aile la plus ancienne du couvent, juste à côté de la zone abandonnée. Lors d'une conversation informelle avec l'un des enquêteurs ecclésiastiques, elle laissa échapper qu'il y a des années, elle avait entendu des cris étouffés au petit matin. Ce n'étaient ni des hurlements, ni des appels au secours clairs, mais des sons persistants, trop humains pour être ignorés. Lorsqu'elle en parla au père Étienne à l'époque, celui-ci lui conseilla de prier et de ne pas se laisser emporter par son imagination. Elle n'en reparla jamais. Un autre élément est apparu grâce aux dossiers médicaux externes. Un petit hôpital de la ville voisine avait reçu, pendant plusieurs années, des demandes de médicaments spécifiques, anxiolytiques, antibiotiques et compléments alimentaires, destinés au couvent. Les quantités ne correspondaient pas au nombre de religieuses y résidant officiellement. Les ordonnances étaient signées par différents médecins, toujours justifiées par un usage communautaire. Aucun nom de patient n'y figurait. Entre-temps, Antoine Leclerc progressait dans son enquête. Il retrouva Sophie Renaud, une ancienne camarade de Claire, qui affirma avoir reçu une lettre manuscrite environ 1 an après la disparition. La lettre ne mentionnait pas directement le couvent, mais évoquait l'isolement, la peur et une promesse faite sous la contrainte. Sophie n'avait pas signalé la lettre à l'époque, car elle pensait qu'on cherchait à exploiter sa douleur. À présent, en la relisant, elle reconnut des traces indubitables de l'écriture de Claire. La lettre n'a jamais été envoyée par la poste. Selon Sophie, elle lui a été remise en main propre par un homme qui s'est présenté comme prêtre et lui a demandé de ne pas répondre. Ces informations, bien que non encore officiellement confirmées, ont commencé à circuler de manière contrôlée parmi les enquêteurs. Au sein du couvent, les relations internes évoluaient également. Certaines des plus jeunes sœurs commencèrent à remettre ouvertement en question l'autorité du père Étienne, chose impensable quelques années auparavant.
De petits gestes, comme des retards intentionnels, des absences aux activités non obligatoires et des demandes formelles de mutation, témoignaient d'une tension collective. L'urgence de la situation se faisait sentir. Le diocèse devait conclure l'enquête avant que la presse ne dispose de suffisamment d'éléments pour révéler l'affaire au grand jour. Chaque jour, sans réponse, augmentait le risque d'un scandale d'envergure nationale. Le père Étienne ressentait ce poids. Sa santé commençait à décliner visiblement. Il avait maigri, souffrait de troubles de l'attention pendant les offices et se mit à éviter les espaces clos du couvent. L'aile et, paradoxalement, était l'endroit qu'il évitait le plus, et celui vers lequel, par moments, il semblait inexplicablement attiré. Un dernier élément de l'intrigue est apparu lors de la découverte de vieux dossiers dans une salle administrative oubliée. Parmi des documents jaunis figurait une demande de rénovation d'urgence, déposée 6 ans auparavant et signée par Étienne, autorisant des interventions structurelles à des fins pastorales. L'emplacement indiqué correspondait précisément à d'anciennes cellules, officiellement désactivées depuis des décennies. Ces intrigues secondaires, loin de disperser le récit, convergeaient vers un point commun. La prise de conscience que la disparition de Claire n'était pas un événement isolé ou impulsif, mais faisait partie d'une série de décisions prises au fil du temps, chacune renforçant la précédente. L'étau se resserrait. Le couvent, jadis protégé par ses murs et sa réputation, devenait un lieu de tension croissante, et en son sein, le passé commençait à exiger des réponses immédiates, des réponses qu'on ne pouvait plus reporter, qu'on ne pouvait plus dissimuler. L'inspection de l'aile était prévue par une matinée grise, sous une pluie fine qui rendait le couvent encore plus silencieux qu'à l'ordinaire. Des techniciens civils, 2 représentants du diocèse et un enquêteur indépendant arrivèrent tôt. Le père Étienne ne fut prévenu que quelques heures à l'avance. Une décision stratégique pour éviter toute préparation. À l'annonce de la nouvelle, il ne protesta pas. Il se contenta d'acquiescer avec une lassitude qu'il ne cherchait plus à dissimuler. L'aile était restée officiellement fermée pendant plus de 30 ans. Déclaré inutilisable en raison de problèmes structurels persistants. On y accédait par une porte étroite, presque invisible, située entre 2 couloirs servant uniquement d'entrepôt. Lorsque la clé tourna dans la serrure, le bruit métallique résonna de façon disproportionnée dans le couloir désert. L'air à l'intérieur était différent, plus froid, plus dense. Des signes évidents d'entretien, bien trop récents pour un lieu supposément abandonné, étaient visibles. Des ampoules fonctionnelles, des murs sans fuite récente, des sols propres par endroits. Rien ne semblait avoir été improvisé. L'inspection s'est poursuivie dans un ensemble d'anciennes cellules individuelles. Dans l'une d'elles, la porte était verrouillée de l'intérieur. Le silence devint absolu. Après quelques secondes d'hésitation, la porte fut forcée. L'espace était restreint, mais pas inhumain. Un lit simple, une table, des livres religieux, des vêtements soigneusement pliés. On y voyait clairement les signes d'une occupation continue au fil des années. Aucune trace d'évasion, aucune tentative d'improvisation. Il ne s'agissait pas d'une captivité improvisée, mais d'une cachette organisée. Sur la table, un cahier. Pendant que les techniciens documentaient les lieux, l'enquêteur feuilletait le carnet. Les notes étaient méthodiques, datées et écrites d'une main assurée. Les premières entrées coïncidaient précisément avec le jour de la disparition de Claire. Les pages décrivaient des routines, des lectures, des prières et, peu à peu, la peur. Les premières pages ne contenaient aucune accusation directe, seulement des récits d'obéissance, d'attente, de confiance forcée. Plus loin, de courtes phrases, presque fragmentaires, évoquaient des promesses faites pour protéger quelque chose de plus grand, et l'impossibilité de partir sans provoquer de conséquences irréversibles. C'est à ce moment-là que le père Étienne demanda la parole. Il n'a pas cherché à le nier, il n'a pas élevé la voix. Il a simplement dit que Claire était là depuis près de 4 ans, non pas initialement à cause d'une séquestration, mais à cause d'un mélange de peur, de culpabilité et de manipulation spirituelle. Lorsqu'il a réalisé que la situation lui avait complètement échappé, il était trop tard pour réparer les dégâts.
La révélation la plus troublante est cependant venue ensuite. Claire n'est pas morte à cet endroit. Après 4 années de clandestinité, sa santé s'était gravement détériorée. Le père Étienne, craignant d'être démasqué, l'avait fait transférer secrètement sous une fausse identité et grâce à d'anciennes relations au sein de l'Église, dans un établissement de soins hors de la région. Depuis, elle n'avait plus aucun contrôle sur son destin. L'enquête ne s'attendait pas à cet aveu partiel, et encore moins à ce qu'il impliquait. Claire Martin n'était pas morte, mais je n'étais pas libre non plus. Le tournant ne résidait pas seulement dans la découverte de cet espace caché, mais aussi dans la prise de conscience que la vérité était plus vaste et plus récente que quiconque ne l'avait imaginé. La disparition n'appartenait pas seulement au passé, elle s'était prolongée pendant des années, entretenue par des décisions conscientes, justifiée par une logique interne qui se dévoilait désormais au grand jour. Le couvent Sainte-Agnès cessa d'être un lieu de mystère historique et devint un théâtre actif de responsabilité contemporaine, et plus rien ne pouvait être contenu. La découverte de la cellule cachée a anéanti toute tentative de dissimulation. En quelques heures, l'enquête a pris une autre tournure. Les autorités civiles ont été informées et le couvent a été considéré comme un lieu d'intérêt criminel. Ce qui n'était au départ qu'une affaire administrative s'est transformé en une enquête formelle pour enlèvement, abus d'autorité et recel de personnes. Le père Étienne fut immédiatement relevé de ses fonctions. Il n'y eut pas de menottes à ce moment-là, mais son départ du couvent se fit sous escorte discrète, à l'abri des regards de la presse. Malgré cela, les rumeurs se répandirent rapidement. Le diocèse publia un bref communiqué, reconnaissant de graves manquements à la hiérarchie, sans donner plus de détails. Au sein du couvent, le choc fut dévastateur. Certaines religieuses, en apprenant l'ampleur des faits, fondirent en larmes. D'autres, incrédules, refusaient d'admettre que des années de vie commune aient été entachées par un mensonge aussi profond. La routine fut bouleversée, les messes annulées, le silence, jadis sacré, était devenu pesant. Sœur Lucette, informée officiellement de la découverte, garda le silence pendant de longues minutes. Puis, elle ferma simplement les yeux, comme pour confirmer une intuition qu'elle avait toujours eue, mais qu'elle n'avait jamais osé affronter. Sœur Madeleine, en apprenant les détails, présenta ses excuses à voix haute, non pas à une personne en particulier, mais à une absence qui prenait désormais une forme concrète. La réaction extérieure fut tout aussi intense. La presse nationale commença à couvrir l'affaire, désormais étayée par des faits incontestables. Les gros titres évitaient toute spéculation, mais l'impact était inévitable. L'image d'un couvent isolé cachant une femme pendant des années alimenta les débats publics sur le pouvoir, l'obéissance et la vulnérabilité au sein des institutions fermées. Antoine Leclerc publia son premier article étayé par des sources fiables. Le texte, loin d'être sensationnaliste, était précis. Il pointait du doigt les responsabilités individuelles et structurelles. Il mentionnait Claire non comme une victime passive, mais comme une personne dont l'autonomie avait été systématiquement bafouée. Les autorités ont lancé une enquête officielle pour retrouver Claire Martin. Hôpitaux, maisons de retraite, établissements psychiatriques et fichiers administratifs ont été consultés. L'utilisation d'une fausse identité a compliqué les recherches, mais les premiers indices ont commencé à apparaître hors de Bourgogne. Le père Étienne, désormais sous le coup d'une enquête criminelle, commença à coopérer plus largement. Son témoignage ne trahissait aucun remords visible, mais plutôt un épuisement profond. Il admit avoir pris de mauvaises décisions, justifiées par une logique perverse de protection institutionnelle. Il n'y a toute intention de causer un préjudice irréversible, mais reconnu avoir privé Claire de toute véritable possibilité de choix. Chaque nouvelle information déclenchait une réaction en chaîne. Des mutations de religieuses furent demandées. Les dons au couvent furent suspendus. Le diocèse dut faire face à des interrogations publiques et internes. La conséquence la plus immédiate, cependant, fut l'urgence. Il fallait retrouver Claire. Vivante, mais marquée par des années d'isolement, sa situation actuelle restait inconnue. Le récit cessa de s'attarder sur le passé et exigea une résolution concrète dans le présent.
Le temps n'était plus un simple élément narratif. Il était devenu un facteur crucial. Chaque jour, sans nouvelles, augmentait le risque que Claire reste invisible, non plus par choix, mais par un système qui peinait encore à reconnaître pleinement les dégâts qu'il avait causés. La recherche de Claire Martin devint une opération coordonnée, impliquant les autorités civiles, les organisations de défense des droits humains et des secteurs indépendants de l'Église, qui cherchaient désormais explicitement à réparer une injustice longtemps négligée. L'enquête cessa d'être purement punitive. Elle prit une dimension éthique urgente. Retrouver Claire, c'était reconnaître son existence au-delà du tort qui lui avait été fait. Les premiers indices concrets sont apparus dans le sud de la France. Un établissement de soins de longue durée d'une ville moyenne d'Occitanie avait enregistré un patient admis 4 ans auparavant sous une fausse identité. Son dossier médical révélait un isolement sévère, des difficultés de communication et des épisodes d'angoisse intense. Aucune visite n'avait été consignée. Sa famille n'avait pas été identifiée. Une fois le lien établi, la confirmation ne fut pas immédiate. On compara de vieilles photographies et on analysa des documents manuscrits. L'écriture correspondait. Claire était vivante. La confirmation a suscité une réaction contenue mais profonde. Pour les enquêteurs, c'était une avancée décisive. Pour l'Église, une preuve irréfutable du préjudice causé. Pour Claire, même si elle l'ignorait encore, cela représentait la possibilité, encore lointaine, de retrouver son identité. Le premier contact s'est fait avec une extrême prudence. Des psychologues et des travailleurs sociaux ont été consultés avant toute approche directe. Claire, alors âgée de 32 ans, présentait des signes évidents d'institutionnalisation. Elle parlait peu, suivait des routines rigides et éprouvait des difficultés à prendre des décisions simples. Son corps était toujours présent, mais son autonomie s'était peu à peu érodée au fil des ans. À ce stade, surmonter les difficultés ne passait pas par de grands gestes, mais par de petites victoires. Choisir ses propres vêtements, décider du moment d'une promenade, dire non sans se justifier. Chaque acte simple revêtait une importance symbolique considérable. Parallèlement, les répercussions institutionnelles se poursuivaient. Le diocèse annonça des changements structurels, la création de comités de surveillance externe et l'ouverture d'archives anciennes. Des mesures qui, bien que nécessaires, n'effaçaient pas les séquelles du passé. Le père Étienne, démis de ses fonctions et en attente de son procès, suivait l'actualité à distance, désormais réduit au rang de simple prévenu. Claire se remit à écrire. Non plus comme avant, avec des entrées routinières et régulières, mais de façon fragmentée, sans date fixe. Ces textes ne cherchaient pas à expliquer le passé, mais à consigner ses sensations présentes. Malaise dans les espaces clos, difficulté à faire confiance aux figures d'autorité, peur des décisions irréversibles. Peu à peu, des signes de changement commencèrent à apparaître. Une demande pour se promener seule dans le jardin de l'hôpital, une conversation plus longue avec le thérapeute, une question directe sur son vrai nom, qu'elle confirma sans hésitation. Sa progression n'a pas été linéaire. Il y a eu des revers, des jours de silence absolu, des crises de panique. Malgré tout, chaque progrès a été soutenu par quelque chose qui lui avait été refusé pendant des années, le choix. Le récit, qui s'était jusqu'alors articulé autour du contrôle et de la dissimulation, commença à évoluer. Il ne s'agissait plus de démasquer les responsables, cela était déjà en cours, mais de permettre à Claire de se reconstruire en dehors des structures qui l'avaient contrainte à se construire. Elle n'était plus seulement la religieuse qui avait disparu, c'était quelqu'un qui réapprenait à exister. Avec la confirmation de l'identité de Claire Martin, le discours public sur l'affaire a changé de ton. Il ne s'agissait plus seulement d'une disparition ancienne, mais d'une femme vivante, retrouvée, dont l'histoire exigeait des réponses complètes. La pression s'est accrue de façon exponentielle, tant sur les autorités que sur l'Église, qui devait désormais faire face non seulement au passé, mais aussi à la présence concrète de la victime. La procédure judiciaire contre le père Étienne a progressé rapidement.
Les charges ont été formellement retenues: enlèvement aggravé, sévices psychologiques, falsification de documents et soustraction de personnes vulnérables. La défense a tenté de plaider que Claire était restée cachée de son plein gré, un argument qui s'est fragilisé à chaque nouveau rapport psychologique présenté. Les experts étaient formels. Tout consentement obtenu dans ce contexte était le fruit d'une manipulation prolongée. Claire fut progressivement informée de ce qui se passait à l'extérieur de l'hôpital. Elle n'avait pas accès aux gros titres ni aux détails juridiques complexes. Pourtant, elle savait que son nom était revenu sur le devant de la scène, que le couvent avait fait l'objet d'une enquête et que l'homme qui avait contrôlé sa vie pendant des années serait jugé publiquement. La nouvelle a suscité des réactions mitigées. Une partie d'elle souhaitait prendre ses distances avec tout cela. Une autre, encore timide, commençait à ressentir une forme d'indignation. Ce n'était pas une colère explosive, mais un malaise persistant, une gêne qui se transformait peu à peu en un besoin de prendre position. Entre-temps, la presse a fait pression pour obtenir une interview exclusive. Toutes les offres ont été refusées. L'équipe qui accompagnait Claire a choisi de la protéger, évitant ainsi que sa convalescence ne soit accaparée par le spectacle public. Malgré cela, des fuites ont commencé à apparaître. Des détails sur la cellule secrète, le transfert clandestin et les années d'isolement ont commencé à circuler largement. Au couvent Sainte-Agnès, le coup de grâce était imminent. Le diocèse annonça la fermeture temporaire de l'établissement. Les religieuses furent relogées. Le bâtiment, jadis symbole de stabilité, devint l'objet d'analyses d'experts et de débats publics. Chaque couloir était désormais perçu différemment, non plus comme un lieu de prière, mais comme un spectacle d'abandon. Un élément crucial est apparu lorsque les carnets de Claire ont été officiellement intégrés à l'enquête. Parmi des notes apparemment anodines, une page n'avait jamais été examinée avec suffisamment d'attention. Claire y décrivait une conversation précise avec le père Étienne qui avait eu lieu quelques jours avant son transfert de l'aile Est. Le texte exprimait non seulement de la peur, mais aussi une menace à peine voilée. L'idée que, si elle parlait, d'autres conséquences s'abattraient sur des personnes qu'elle ne connaissait même pas. Cette page a modifié le cadre juridique de l'affaire. L'accusation a commencé à envisager la possibilité que Claire n'ait pas seulement été cachée pour protéger l'institution, mais aussi utilisée comme instrument de contrôle interne, un exemple silencieux de ce qui arriverait à quiconque enfreindrait certaines règles non écrites. Le point culminant approchait, non pas comme un événement isolé, mais comme la convergence inévitable de toutes les tensions accumulées. Le procès imminent, la décision possible de Claire de parler ou de se taire, et la révélation finale d'un système qui, pendant des années, avait fonctionné loin de tout véritable contrôle. Plus rien ne pouvait être reporté. Le procès du père Étienne s'ouvrit à Lyon, loin du couvent Sainte-Agnès, précisément pour éviter toute influence symbolique liée au lieu. La salle d'audience était comble, mais l'atmosphère n'était pas celle d'un spectacle. Une tension palpable, une attente silencieuse régnait. Il ne s'agissait pas seulement de déterminer la culpabilité d'un homme, mais de confronter publiquement une institution qui avait fonctionné sans entrave pendant des années. Le père Étienne entra lentement dans la pièce. Vêtu simplement, sans aucun signe religieux, il ne semblait pas, pour la première fois depuis le début de l'affaire, être une figure d'autorité, mais un homme réduit à ses propres choix. Il s'assit sans regarder l'assistance. L'accusation a présenté les faits de manière chronologique et implacable. La disparition de Claire, la cellule de l'aile est, les documents financiers, le transfert sous une fausse identité. Aucune dramatisation. La force du récit résidait dans la logique des événements, des décisions conscientes, répétées et maintenues pendant des années. Quand on lut à voix haute les carnets de Claire, l'atmosphère changea. Les mots étaient simples, directs, sans exagération. Précisément pour cette raison dévastateur, il parlait d'attente, d'obéissance, de peur de se tromper, d'un silence imposé comme une vertu. Il n'y avait pas de haine, seulement de l'effacement. Puis vint le moment décisif. Claire avait été consultée à plusieurs reprises quant à l'opportunité de témoigner.
Elle n'y était pas obligée. Son silence serait compris. Pourtant, le matin du 3e jour du procès, elle fit part de sa décision. Elle prendrait la parole. Elle entra dans la salle accompagnée d'un psychologue. Elle ne portait pas de vêtements religieux. Son visage était plus ferme qu'il y a quelques mois, bien que toujours marqué par l'hésitation. Lorsqu'elle s'assit devant le tribunal, un silence absolu s'installa. Claire n'a pas décrit chaque détail de ses années d'isolement. Ce n'était pas nécessaire. Elle a parlé du début, les doutes avant les vœux, la peur de décevoir, la conversation où l'on lui avait présenté une période de réclusion temporaire comme solution spirituelle. Lui, il a raconté que cette période n'avait jamais vraiment pris fin. Le tournant s'est produit lorsqu'elle a expliqué la principale raison de son long silence. Le père Étienne avait dit que sa disparition servait à contenir quelque chose de plus grand, qu'il y avait des accusations internes, de vieux conflits, des dossiers sensibles, que si on la voyait ou qu'on l'entendait, d'autres personnes seraient exposées, des communautés entières ébranlées. La responsabilité lui avait été imputée, non pas comme une victime, mais comme la gardienne involontaire d'un équilibre artificiel. Je croyais que le silence était un acte de foi. Oui, répondit Claire d'une voix ferme, quoique basse. Il m'a fallu des années pour comprendre que ce n'était que de la peur. Après le témoignage, le père Étienne demanda la parole. Contre l'avis de la défense, il se leva. Ses aveux furent brefs, directs et inattendus. Il a tout avoué. Il n'a pas cherché à se justifier par la doctrine ni par une volonté de protection. Il a simplement déclaré qu'au départ, il pensait éviter un scandale. Plus tard, il ne faisait que perpétuer une situation qu'il ne savait plus comment défaire. Il a reconnu avoir instrumentalisé une personne. Le tribunal n'a pas réagi avec surprise. Les aveux ne changeaient rien aux faits, mais ils levaient toute ambiguïté morale. Le point culminant ne fut ni un cri, ni une sentence encore à prononcer. Ce fut l'instant où le récit s'inversa définitivement. Claire, jusque-là cachée, prit la parole. Le prêtre, jusque-là incontestable, avoua. Le silence avait changé de camp. Le verdict fut prononcé quelques semaines plus tard, dans une salle d'audience moins fréquentée, mais tout aussi chargée de sens. Le père Étienne fut condamné à une longue peine de prison, sans aucune circonstance atténuante symbolique. Le tribunal reconnut non seulement les crimes commis contre Claire Martin, mais aussi l'abus délibéré de pouvoir spirituel pour bafouer l'autonomie d'une personne vulnérable. La décision affirmait clairement que la foi ne saurait être utilisée comme instrument de coercition. L'Église de France, sous la pression de preuves irréfutables, annonça une série de réformes. Certaines furent perçues comme des réactions tardives, d'autres comme de véritables tentatives de changement. Des archives furent ouvertes, des structures de contrôle externes mises en place et la formation des responsables religieux intégra des protocoles stricts pour prévenir les abus d'autorité. Rien de tout cela, cependant, n'effaça les années perdues de Claire. Le couvent Sainte-Agnès n'a pas rouvert ses portes. Désacralisé, il a été transformé, après de longs débats publics, en centre de mémoire et d'études sur les institutions fermées et les droits humains. Les murs qui abritaient jadis le silence portent désormais l'information. Claire choisit de ne pas retourner à la vie religieuse. Elle ne rechercha pas non plus une exposition médiatique prolongée. Son choix fut plus simple et, en même temps, plus profond. Se reconstruire en dehors de toute structure, exigeant une obéissance inconditionnelle. Elle s'installa dans une petite ville, sous son vrai nom, bénéficiant d'un soutien constant, mais sans surveillance excessive. Elle reprit ses études interrompues et s'intéressa à l'écriture et à l'éthique sociale. Ces textes n'étaient plus des confessions ni des dénonciations directes, mais des réflexions sur les limites, l'autorité et la responsabilité. Certains de ses écrits commencèrent à circuler dans les milieux universitaires, souvent sans que l'identité de l'auteur soit connue. Les conséquences de cette affaire ont dépassé le cadre des personnes directement impliquées. D'autres accusations ont émergé, encouragées par la médiatisation du procès. Des personnes restées silencieuses pendant des années ont enfin pu s'exprimer. Le système, encore imparfait, a été contraint de réagir.
Pour Claire, la conclusion ne fut pas marquée par un sentiment de victoire, mais par quelque chose de plus subtil. La reconquête du droit de choisir sa propre voie. Chaque choix quotidien, où vivre, quoi écrire, à qui parler, devint un acte d'affirmation silencieuse. La disparition qui avait marqué son histoire pendant des années n'était plus au cœur de son identité. Elle existait, maintenant, dans le présent. 6 ans après sa disparition, le nom de Claire Martin n'est plus associé ni au mystère ni au scandale. Pour beaucoup, elle est devenue le symbole d'un système contesté. Pour elle était simplement une personne qui apprenait à vivre sans craindre de se retrouver face à des portes closes. Par un matin ordinaire, assise à la terrasse d'un café discret, Claire écrivit son nom complet en haut d'une page blanche, non pas pour dénoncer, ni pour raviver un souvenir douloureux, mais pour affirmer son identité. Le passé n'avait pas été effacé, mais il avait cessé de dicter l'avenir. Certaines vérités mettent du temps à émerger. D'autres doivent être énoncées à haute voix pour finir par perdre leur emprise. Des histoires comme celle de Claire nous rappellent que le silence protège souvent l'injustice et que poser des questions est un acte de courage. Si ce récit vous a amené à réfléchir sur le pouvoir, la foi, les choix et la responsabilité, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre point de vue peut élargir le débat et donner la parole à des problèmes qui ne devraient pas rester cachés. Et si vous appréciez les histoires vraies, profondes et marquantes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne, continuez à suivre des histoires qui méritent d'être racontées.